Bonjour, merci à toutes et à tous d'être présents avec nous aujourd'hui. Donc aujourd'hui un sujet qui fait beaucoup parler, le sujet du financement appliqué à l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier fait face à des défis majeurs. Il faut savoir que l'immobilier est responsable de un peu plus de 28% des émissions de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, il est impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour se conformer aux engagements internationaux, donc notamment rester en dessous des 1,5 degrés des accords de Paris et des accords nationaux à travers plusieurs initiatives nationales, donc notamment les contributions nationales déterminées et la stratégie nationale de développement durable. Donc le sujet de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'immobilier n'est plus une démarche volontaire, mais plus une nécessité et une obligation. Et aujourd'hui, la finance verte vient apporter une solution, en quelque sorte, pour répondre à ce besoin et à cette obligation. Donc aujourd'hui avec nous, Madame Loubaba Taheri, qui est professionnelle de l'immobilier, donc c'est la directrice financière du groupe Al-Husseiniya Holding, et notre financier, Monsieur Mounser Zela, qui est directeur du marché PME chez la Banque Populaire. Donc nous allons attaquer tout de suite on rentre dans le vif du sujet. On va voir un échange avec nos intervenants et ensuite on aura une partie de questions-réponses avec l'audience pour répondre à toutes vos questions. Donc, Madame Taheri, quels sont les principaux leviers financiers que vous utilisez dans l'immobilier et comment est-ce que vous répondez à la problématique de l'éco-responsabilité? Alors, merci beaucoup, Monsieur Samir, pour votre invitation. Je suis ravie d'être avec vous dans cette édition de l'Imotech, surtout sur un sujet qui est autant d'actualité que l'immobilier éco-responsable. Alors, pour nous, en tant que promoteurs immobiliers, avant d'attaquer en fait le volet de l'éco-responsabilité, j'aimerais peut-être vous parler un petit peu des leviers qui existent pour l'immobilier, on va dire standard. Et ceux qu'on utilise le plus couramment. Alors, au niveau de l'Husseiniya, et puis je pense généralement une majorité de promoteurs immobiliers marocains, le produit phare, c'est le crédit à la promotion immobilière. Donc, c'est un produit qui est relativement standard, qui est proposé par toutes les banques de la place et qui est spécialement conçu et tailoré, entre guillemets, pour les promoteurs immobiliers marocains. C'est un produit qui généralement va d'une maturité entre 3 et 5 ans, dépendamment des projets. On va dire qu'une maturité moyenne, c'est entre 3 et 4. Et qui est garanti en contrepartie par une hypothèque sur le titre foncier sur lequel le projet doit être réalisé. Alors, en contrepartie, en fait, pourquoi je dis qu'il est tailoré, c'est que vous connaissez sûrement un cycle d'un projet immobilier, c'est que on construit et au fur et à mesure les encaissements se font et on ne constate le chiffre d'affaires que réellement à l'éclatement des titres, l'obtention du permis d'habiter, l'éclatement des titres fonciers. Donc pour que le remboursement se fasse, il faut que les titres soient éclatés et en contrepartie de chaque titre, de la main levée de chaque titre, le promoteur rembourse à la banque une certaine quote-part du prix de vente de chaque bien. Donc c'est vraiment un produit qui est spécifiquement designé pour la promotion immobilière et qui est plus adapté qu'un crédit, on va dire, classique, qui lui, typiquement, va s'amortir sur une durée constante. Alors aujourd'hui, sur l'immobilier éco-responsable, et bien sûr c'est un sujet sur lequel nous travaillons de façon assidue, pour certifier certains de nos projets, mais je pourrais vous en parler un peu plus tout à l'heure.
il y a aujourd'hui, force est de constater qu'au niveau du financement bancaire, pur et dur, c'est-à-dire les crédits qui sont octroyés par les banques, il n'y a pas encore de produits spécifiquement dédiés à ce type d'immobilier éco-responsable. Ceci étant dit, il est important de relever ce qui se passe un peu ailleurs dans le monde et peut-être de se tourner vers des moyens de financement autres que la banque classique. Même si effectivement, on pourra y revenir, c'est quelque chose qu'on peut envisager pour peu que les incitations soient là. Alors, un exemple concret, ce sont les green bonds. Donc, ce sont les obligations vertes. C'est quelque chose, c'est un produit en fait qui ressemble à une obligation ordinaire, avec pour principale contrainte une restriction dans l'utilisation des fonds. C'est-à-dire que les fonds qui sont issus d'une émission de green bonds ne peuvent être utilisés par l'émetteur que pour financer ou refinancer des projets avec une empreinte environnementale positive. Donc, les exemples qu'on a de par le monde pour l'immobilier financé par les green bonds existent, ils sont là. On estime en général que le marché des green bonds dans le monde comment dire, se chiffre en centaines, plutôt en milliers de milliards de dollars. Maintenant, au niveau du Maroc, c'est un produit qui est relativement nouveau. Je dis nouveau parce que la première émission obligataire de green bonds a eu lieu en 2016, et donc c'est l'agence solaire Mazen qui a émis le premier green bonds. C'est une émission de 1,15 milliard, si ma mémoire est bonne, et notamment pour financer le projet de photovoltaïque de l'Aïoun et Bouche d'Or. Et s'en sont suivies à peu près 8 émissions obligataires green jusqu'à aujourd'hui. La plus intéressante pour nous, c'est celle qui a eu lieu en 2018 par le groupe Omran. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont fait une émission de 1 milliard, dont la moitié était des green and social bonds, c'est-à-dire non seulement des obligations vertes, mais aussi avec une composante sociale. Donc, c'était en l'occurrence pour refinancer des projets avec d'efficacité énergétique et d'impact environnemental positif, mais aussi des projets de relogement de bidonvillois. Voilà. Donc, sur 1 milliard, c'était 500 millions, donc la moitié de l'émission obligataire qui a été émise. Alors, l'économie, vous allez me dire, quel est l'avantage, finalement? Pourquoi ne pas faire que des obligations ordinaires? Alors, il y a plusieurs avantages à un green bond. Le premier, c'est de cibler, en fait, une catégorie d'investisseurs qui est sensible à ces critères. Le deuxième, ça peut être aussi un critère communicationnel, donc communiquer sur les aspects justement green et de durabilité des projets que l'on finance. Ça peut aussi être l'économie en termes de primes de risque. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Sur cette émission de l'Omran, la première tranche, qui était des obligations ordinaires, a été pricée à 120 points de base de prime de risque. Sur la tranche verte, c'était entre 100 et 110 points de base, donc une économie de 10 points de base. Et à l'international, on estime que le green bonds, leur différentiel, en tout cas leur différentiel de coût en termes de financement, c'est entre 10 et 45 points de base. Donc il y a un avantage économique à aller chercher, mais au-delà de ça, ces green bonds permettent d'aller taper dans des fonds ou dans des ressources qui sont axées et qui recherchent justement ces aspects d'éco-responsabilité. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas encore moult plutôt acteurs qui émettent ces green bonds. C'est vrai que historiquement, ils ont plus été émis par des grandes institutions, des grands groupes. Mais il faut imaginer justement et se projeter dans l'avenir et de se dire que c'est un instrument financier qui peut justement financer des projets éco-responsables. Ceci étant dit, il faut imaginer aussi les contraintes qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'une obligation, généralement, c'est amortissable. Donc, qui dit amortissable dit qu'il y a un principal à rembourser. Et donc, contrairement à ces pays qui se remboursent vraiment à la fin, c'est quand même un peu moins adapté. Ceci étant,
je pense que le monde de la finance a beaucoup de cerveaux qui peuvent imaginer beaucoup de choses. Donc, il est possible d'envisager des scénarios, des mécanismes selon lesquels les green bonds pourraient contribuer efficacement au financement de l'économie verte, notamment l'immobilier vert. Alors, au-delà de ça, on a parlé du marché, il y a les investisseurs privés, il y a des fonds de private equity qui existent, qui sont spécifiquement, c'est-à-dire que dans leur politique d'investissement, l'aspect de durabilité, d'éco-responsabilité, d'impact énergétique, d'empreinte carbone est important et ça fait partie de leurs critères d'éligibilité. Donc, ce sont des fonds qui peuvent se dédier à, ou qui peuvent être en recherche de ce type d'investissement. Même si évidemment derrière il faut imaginer que il y ait un vrai pouvoir de vérification de l'empreinte carbone et de l'inpact réel de l'aspect, on va dire, éco-responsable tel qu'on le présente. Et c'est pour ça qu'il y a des organismes de certification qui sont là et qui sont garants, si vous voulez, de cet impact et de pouvoir justement donner la visibilité verte par rapport au projet qu'on envisage. Le troisième levier dont je voulais vous parler, ce serait les incitations réglementaires et fiscales. Aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif clair dans ce sens pour l'immobilier promotionnel. Mais ceci étant, ce serait intéressant, même pour les banques peut-être après, qu'il y ait des incitations pour les acteurs de la finance verte et de la construction verte. Alors, je vous parlais des fonds tout à l'heure, je vous donnais juste un exemple de ce que pourrait faire l'État. Par exemple, en France, il existe un label ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. Donc c'est un label qui est mis en place par le ministère de l'économie et des finances français et qui permet justement à des fonds d'investissement de se labelliser en tant que tels. Et donc du coup, ça leur permet d'attirer des capitaux de diverses sources, mais qui justement recherchent cette empreinte d'éco-responsabilité. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon. Je pense que mon collègue Sti Monsef Farzala doit avoir beaucoup de choses à dire sur sur le reste des mécanismes. Donc, je vous redonne la parole. Absolument, merci beaucoup pour le tour d'horizon. Effectivement, aujourd'hui, des leviers financiers existent. Qui de mieux que notre financier pour pouvoir en parler. La finance verte aujourd'hui, c'est un mécanisme pour, comme vous avez dit, réorienter les flux de capitaux vers des projets éco-responsables. Donc c'est vrai qu'on sait que des leviers existent pour la majorité des secteurs d'activité. On va essayer de répondre au sujet de l'immobilier parce que ça reste une question qui se pose. Mais Simone Sef, je vous prie de nous faire un petit tour d'horizon sur les leviers qui existent, un état des lieux, les enjeux et les opportunités que porte la finance verte. Merci beaucoup Setaha, merci pour l'invitation. Effectivement, pour pouvoir un peu dresser l'état des lieux de la finance verte au Maroc, il faudrait dire que il y a deux façons de voir la chose. Il y a déjà la première chose qui comprend en quelque sorte ce dont a parlé Madame Lubaba, en l'occurrence les green bonds. Il y a une partie, on va dire, structurée. Alors, lorsqu'on parle de tout ce qui est plan solaire, plan éolien, donc tous les gros investissements, et ça compte par les milliards de dirhams. On va pas en discuter parce que ça c'est hors spectre. Alors, pour pouvoir faire l'état des lieux de ce qui se fait pour pouvoir un peu financer tout ce qui est investissement, on va dire, de la PME et de ce qui s'apparente à de la promotion immobilière, en fait, il y a quatre leviers qui existent sur ce sujet-là, qui sont l'assistance technique,
la garantie, la subvention et le financement. En fait, un programme d'investissement, il repose en quelque sorte sur ces 4 leviers-là. Donc, parfois, on va trouver des dispositifs qui vont jouer sur le retour sur investissement. Alors, accélérer le retour sur investissement en réduisant soit l'apport en fonds propres ou le coût de l'investissement. Certains vont jouer sur le dispositif de garantie. On a bien entendu que par rapport au CPI, on exige systématiquement au niveau des banques les hypothèques. Alors sur d'autres projets assimilés, parfois, il y a des dispositifs de garantie qui vont faire que le recours à des garanties, ce qu'on appelle réelles, va être moindre. Et puis, il y a tout ce que le promoteur va engager au départ pour pouvoir un peu, on va dire, pas sécuriser, mais structurer son investissement en termes d'assistance technique qui va être prise en charge, soit intégralement, soit à des proportions très intéressantes qui atteignent 80 ou 90%. Alors, je vais donner des exemples sur chaque programme pour pouvoir un peu vous donner un peu l'état des lieux, ce qui se passe au Maroc par rapport au dispositif. Alors, si on prend par exemple tout ce qui s'apparente à de la subvention, on va prendre les programmes développés depuis plus d'une dizaine d'années, depuis 2013-2014, par la Banque européenne de la reconstruction et de développement, la BERD, avec les institutions financières marocaines. C'est les fameux programmes Morcef, Green Value Chain, GEF. En fait, ce sont des dispositifs qui permettent à quelqu'un qui va lever de la dette de bénéficier d'un cashback. C'est une subvention après réalisation de l'investissement qui, en principe, devait atteindre 15% si on arrivait à atteindre un certain niveau d'économie d'énergie, mais dans la plupart des cas, c'était du 10%. Alors, ce programme-là, pour pouvoir un peu faire la liaison avec la promotion immobilière, traite également de l'immobilier professionnel. Alors, lorsque je parle de l'immobilier professionnel, c'est tout ce qui n'est pas destiné à la vente. Ce n'est pas uniquement le hors résidentiel, mais également hors plateau de bureau. Alors, à chaque fois qu'on développe un programme d'investissement avec une composante immobilière, avec la ligne de la BERD, même si la composante immobilière représente 100% de l'investissement, il peut bénéficier de la subvention. Alors, on a développé beaucoup de programmes et on a financé beaucoup de programmes dans le cadre de tout ce qui est santé. Alors, aujourd'hui, il y a des promoteurs qui développent la clinique mûre et qui la mettent en location pour des gens qui vont l'exploiter à travers une SCP. Donc, c'est la composante foncière à côté de la composante professionnelle qui est gérée généralement par des médecins. Donc, c'est une composante immobilière, mais qui n'est pas vendue. Il est mis en location s'il est considéré comme bâtiment vert à travers un certain nombre de certifications, il peut bénéficier de ce dispositif de subvention. Alors, ça, c'est un exemple pour la ligne de la BERD. Alors, on va aller un peu plus loin, on va voir un peu tout ce qu'on appelle l'immobilier professionnel. Alors, l'immobilier professionnel, c'est lorsqu'on développe un programme d'investissement basé sur le foncier pour notre propre utilisation. Je prends par exemple les entreprises qui vont bâtir des sièges sociaux, des locaux pour leur propre utilisation. Là, on a tout le dispositif qui a été lancé depuis 2009-2010 avec Maroc PME. Bon, les Stitmar Croissance, les Tower Croissance, l'IMTIEZ et tout récemment la charte de l'investissement qui permettent d'avoir une subvention qui peut arriver jusqu'à 30% de l'investissement. Mais là, les 30% de la subvention avec la composante foncière qui est capée. C'est-à-dire que la composante foncière, pas comme le premier programme. Le premier programme, vous pouvez avoir une composante foncière qui atteint 100% d'investissement. Là, elle est capée selon les programmes à 20, 25, un peu plus, jusqu'à 30% sur certains programmes. La charte de l'investissement, qui est le dispositif actuel en la matière, permet d'avoir, selon la localité de développement du programme, une subvention jusqu'à 30% avec 25% de composantes foncières. Alors, lorsque je parle de composantes foncières, je ne parle pas uniquement de terrain, mais je parle de toute la partie terrain, construction et aménagement. Alors, ça, c'est avec ce programme-là, on a pu financer des cliniques, des écoles, des sièges,
Donc, on a pu faire vraiment beaucoup de financement sur la partie immobilière et je donne toujours des exemples sur la partie immobilière pour un peu vous permettre d'avoir le parallélisme avec la promotion immobilière. Troisième cas, on va aller vers un autre secteur d'activité et qui là aussi a un mode de fonctionnement qui s'apparente à la santé, en l'occurrence les hôtels. Alors là aussi, dans les hôtels, on a deux façons de voir les choses. On a ceux qui développent un hôtel et vont l'exploiter, comme on a des sociétés civiles immobilières qui construisent un hôtel et qui le mettent à disposition d'un gestionnaire avec une chaîne pour l'exploiter. Là aussi, l'investisseur immobilier peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Alors aujourd'hui, il y a un programme qui est très intéressant, qui permet d'avoir une subvention qui peut atteindre jusqu'à 35% d'investissement, et notamment lorsqu'il y a une composante verte là-dessus, qui s'appelle GoSiyaha, développé par le ministère du Tourisme avec Maroc PME. J'essaie un peu de vous donner toute l'information. Bon, il y a certains qui sont au courant d'un certain nombre de choses, mais les dispositifs d'appui à l'investissement, toutes sortes d'investissements sont très, très, très variés. Je peux, en aparté, vous en parler beaucoup plus en détail, mais je crois qu'il va falloir faire un peu une petite synthèse assez rapide. Alors, tout récemment, pour pouvoir un peu parler de la composante financement, parce qu'il n'y a pas que la subvention, il y a le financement. Parfois, le crédit bancaire à lui seul ne permet pas d'avoir un certain nombre d'indicateurs positifs pour permettre à la banque de statuer positivement. Et là, je parle pour ceux qui comprennent un peu de tout ce qui est financier. Je parle de la partie différée, durée de remboursement, date de génération de cash, cash flow généré, taux de couverture du service de la dette, un certain nombre de ratios qui sont calculés pour statuer positivement sur les crédits. Alors, lorsqu'on met en place ce qu'on appelle des cofinancements, et les cofinancements, généralement, leur durée est très importante. Donc, on permet d'étaler l'investissement sur une période beaucoup plus longue avec une tarification très avantageuse. Je prends par exemple le programme qui est aujourd'hui en vigueur chez Chemwilcom, le programme Green Invest, qui permet d'avoir une dette jusqu'à 40% de l'investissement à 2,5. Fixe, quel que soit le dispositif de garantie, les durées et la taille de l'entreprise. Ça, c'est très important parce que ça permet d'étaler l'investissement et de réduire le coût de l'investissement. Alors, tout récemment, depuis le début de l'année, on a vu voir un peu venir deux nouveaux programmes qui s'adossent à cette panoplie et qui adressent la partie investissement, y compris la composante immobilière. Alors, dans le premier programme, c'est le programme Cap Access du Fonds Mohamed VI pour l'investissement, qui permet d'avoir un financement jusqu'à un tiers de l'investissement, à un taux de 5,5. Mais là, il capte la partie foncière, terrain seul. Les constructions sont non capées. Ça, c'est un avantage comparatif par rapport au programme précédent. Il capte le terrain à 20%. Donc, si vous avez un terrain à 20% et vous avez des constructions qui peuvent même remplir les 80% restantes du programme d'investissement, on peut les adresser à travers un programme qui prend en considération tout cela et un financement qui est étalé. Ce qu'il faudrait savoir, pourquoi j'en parle, et c'est quoi la liaison avec la finance verte? Parce que tout ce qui est Fonds Mohamed VI pour l'investissement, il a un certain nombre d'engagements ESG qui tiennent compte de tout ce qui est écologique. Donc, si on ne respecte pas un certain nombre de normes, on va être recalé. Donc, c'est considéré quelque part comme de la finance verte. La composante suivante, il est adressé à tout ce qui est hôtellerie. Et là, c'est important parce qu'il adresse la partie efficacité énergétique et énergie de tout ce qui est hôtel. Et là, c'est très important parce que c'est un programme qui a été lancé il n'y a pas, je crois que c'est fin juillet, début août, et qui permet d'avoir une prise en charge par l'État de tous les intérêts relatifs au crédit. C'est-à-dire que si vous prenez le crédit et que vous payez les échéances à temps, vous payez uniquement le capital. Les intérêts, c'est le dawla qui te. C'est pas gratuit, c'est parce que c'est a posteriori.
on va vous comptabiliser les intérêts, mais si vous payez le capital, on vous rembourse les intérêts. Alors, si quelqu'un prend le crédit et le rembourse à temps, le crédit va lui revenir à 0%. Et ça, il prend également en considération tout ce qui est dispositif d'énergie, efficacité énergétique dans les hôtels. Alors, il y a des dispositifs relatifs à la garantie pour pouvoir un peu clore un peu le panorama de tout ce qui est dispositif. Alors, la garantie, aujourd'hui, vous avez un dispositif qui, en fait, très très connu sur la place, c'est les avals de Temwilcom et qui permettent de couvrir jusqu'à 70% du crédit bancaire lorsqu'il s'agit de projets relatifs à l'économie verte. Alors, donc pour pouvoir un peu terminer la chose, alors il y a un certain nombre de programmes, notamment ceux développés avec les bailleurs de fonds, qui permettent d'avoir 2 avantages supplémentaires. Alors, un avantage relatif à tout ce qui est assistance technique, et tu sais que lorsqu'on fait appel à des experts pour pouvoir nous orienter quant à nos investissements, ça coûte cher. C'est en jour homme, et les jours hommes coûtent cher lorsqu'il s'agit d'expertise technique assez pointue. Alors, il y a des mécanismes qui permettent de bénéficier de cette assistance technique gratuitement, dès lors qu'on contracte un crédit bancaire. C'est des programmes qui sont développés généralement avec les bailleurs de fonds, et on a 2 sur la place avec la BERD et la BEI. Alors, le dernier point, c'est relatif à tout ce qui est garantie. Aujourd'hui, il y a des dispositifs, en plus de ceux de Temwilcom, qui permettent de bénéficier des dispositifs de garantie, comme ceux développés avec des bailleurs de fonds. Bon, en l'occurrence, je cite toujours la Banque européenne de l'investissement et la Banque mondiale qui mettent en place ce qu'on appelle soit des risk sharing facilities, c'est des garanties, en fait, c'est des dispositifs de partage de risque ou des garanties de portefeuille. Alors, tout ça, ça permet de financer tout, mais y compris la partie immobilière. Alors, bien sûr, pour pouvoir un peu vous donner une information assez fiable, malheureusement, à date, tout ce qui est immobilier, promotion immobilière, destinée à la vente, destinée au résidentiel ou au plateau bureau, à date d'aujourd'hui, il y a un seul dispositif qui est en cours de négociation avec la Banque mondiale, qui n'a pas encore vu le jour, qui permettrait éventuellement de bénéficier d'une incentive, mais qui n'est pas encore opérationnel. Alors, bien sûr, aujourd'hui, l'information qu'il va falloir retenir, c'est que les dispositifs mis en place par Temwilcom, à chaque fois que vous allez voir Temwilcom, automatiquement, c'est hors promotion immobilière. Ça, c'est d'emblée. Par la suite, on est en train, sur un certain nombre de sujets, de développer des solutions, mais je crois que c'est la deuxième partie de l'intervention. Je vais pas voilà, anticiper. Des choses qui vont venir, qui doivent se mettre en place pour pouvoir un peu accompagner tous les secteurs d'activité, notamment la promotion immobilière. Merci beaucoup Simon Sef pour cette synthèse globale de l'état des lieux de la finance verte au Maroc. Vous avez mentionné plusieurs mécanismes, notamment les garanties bancaires et plusieurs autres leviers financiers qui existent, des leviers qui sont à venir. Madame Loubaba, est-ce que vous pensez que parmi les solutions que Simon Sef a proposées, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient répondre éventuellement aux besoins des mécanismes nécessaires pour développer de l'immobilier éco-responsable? Alors, il faut juste que la promotion immobilière en tant que telle rentre dans le giron. C'est-à-dire que, alors aujourd'hui, je vais parler pour le groupe, parce que je représente un peu le groupe, sur de l'immobilier qui consiste à la construction d'hôtels, typiquement. Oui. Mais je veux dire, tant qu'il n'y a pas encore de produits spécifiques à la promotion immobilière, donc où les actifs vont être développés en vue d'être cédés à des particuliers, là c'est un petit peu compliqué. Je veux dire, à date d'aujourd'hui, les seuls produits qui existent sont hors système bancaire classique. Donc là, il faut aller soit vers des instruments financiers type obligations vertes, soit carrément aller vers des bailleurs de fonds
internationaux, dans des fonds de private equity. Et puis bon, je pense pas qu'on va se faire financer directement par la KfW ou par la BEI, mais voilà, il y a des mécanismes qui transitent par les banques, et on peut imaginer, oui, effectivement, que si demain la promotion immobilière est directement, on va dire, attaquée par ce mécanisme de financement, on sera les premiers à lever la main. Effectivement, aujourd'hui, Banque El Maghreb, vous le savez mieux que moi, permet aux bailleurs de fonds de financer des projets au Maroc. Donc c'est quelque chose de récent. Est-ce qu'on pourrait imaginer une structuration financière, un cofinancement entre une institution classique, une institution financière locale, adossée à un bailleur de fonds international, pour créer justement un programme qui pourrait répondre aux besoins des promoteurs immobiliers? Alors, pour répondre à votre question, je vais essayer un peu de vous donner un peu, là encore, un état des lieux d'un certain nombre de mécanismes qu'on a vus au Maroc. Alors, depuis plus d'une dizaine d'années, on a vu la finance verte. Alors, mais il n'y a pas que, parce que dans les engagements en fait mondiaux en la matière, il y a les trois lettres. Il y a le E, le S et le G. Donc, il y a l'environnement, le social et la gouvernance. Alors, et ce qu'on a vu venir depuis 2013 à date, c'est qu'on a commencé dans un premier temps par tout ce qui est vert, donc écologique. Dans un second temps, on a vu venir tout ce qui est approche genre. Et là, depuis quelques temps, les jeunes, les handicapés vont venir, et tous les engagements sociaux et relatifs à tout ce qui est gouvernance des entreprises va commencer à voir le jour. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est-à-dire que les banques s'adossent à ces mécanismes. Lorsque les bailleurs de fonds viennent avec une approche nouvelle, et si cette approche cadre avec les engagements globaux de l'État, parce que les NDC concernent certes la partie, ce qui est visible en tout cas, c'est parce qu'on parle de l'atténuation et l'adaptation. Alors lorsqu'on parle de l'atténuation, c'est tout ce qui est vert, mais lorsqu'on parle d'adaptation, il y a le volet social. Alors lorsque une population qui va être démunie à cause d'un impact climatique, lorsqu'on va vers le financement de cette population, on est en train de faire, de contribuer à la réalisation des NDC du Maroc. Donc oui, si les bailleurs de fonds viennent avec des propositions qui cadrent avec les besoins, les banques marocaines s'adossent. Et l'exemple type est là. Le Women in Business, le Youth in Business. Donc, ce sont des programmes qui sont aujourd'hui en place, qui sont les institutions financières s'y adossent pour pouvoir un peu attaquer ces sujets. Alors, le deuxième volet, c'est qu'il n'y a pas que ce dispositif. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, et là, on l'a vu les dernières années, la BERD, la BEI, la KfW, l'AFD, Proparco, ce sont des institutions qui commencent à financer directement l'entreprise marocaine. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà de faire ce qu'on appelle la dette subsidiaire, lorsqu'ils donnent de la dette à la banque et la banque distribue cette dette en sous-prêt, ils font de la dette directe. Alors, les subventions, ils la donnent à travers la banque. Mais voilà, lorsqu'il y a des dispositifs de subvention, c'est généralement à travers la banque. Mais lorsqu'il y a des financements, ils peuvent financer directement. Aujourd'hui, c'est argent comptant. Vous pouvez, alors en feuilletant les journaux chaque jour, vous allez voir la BEI a financé ça, la BERD a financé ça, KfW est intervenu sur ça. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est monnaie courante aujourd'hui. Donc, les deux dispositifs existent. Les bailleurs de fonds peuvent venir demain s'intéresser à un secteur ou à un autre. Pourquoi pas la promotion immobilière? En tout cas, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ça. En tout cas, pas à ma connaissance. Mais si demain, ils viennent, ils s'intéressent à cette composante, notamment, parce que comme on a, lorsqu'on discutait en aparté, écoutez, aujourd'hui, le bâtiment est responsable on va dire, du quart des émissions. Pour pouvoir atteindre les objectifs du NDC, il va falloir attaquer toutes les composantes. Donc, il y a aussi la partie bâtiment. Donc, un jour ou l'autre, les gens vont venir, mais encore faut-il que le dispositif réglementaire, en amont et en aval, soit ficelé, parce qu'aujourd'hui, il y a des lois relatives à la construction qu'il va falloir appliquer, parce que bon, comment dire qu'un bâtiment est éco-responsable? Donc, il y a tout le panel de certification, tout le reste qu'il va falloir opérationnaliser. Et puis, en aval, celui qui fait
soit rétribué. Celui qui ne fait pas, il doit être imposé. Super, merci beaucoup. Merci pour cette réponse très claire. J'espère que Madame Loubaba, vous avez eu une réponse par rapport aux questions que vous aviez auparavant. Effectivement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'il y a encore beaucoup à faire. Et quand je dis beaucoup à faire, ça vient aussi non seulement des financeurs, mais des financés aussi. C'est-à-dire que je pense que la certification éco-responsable au Maroc, c'est aussi quelque chose de très nouveau. On en parlait l'autre fois, donc je pense qu'il y a à peu près 70 projets, je pense, au Maroc qui ont été certifiés, qui ont reçu des certifications, soit LEED, soit HQE. Nous aussi, en tant que groupe immobilier, on s'inscrit dans cette démarche. On a aujourd'hui, on est en cours de certification d'un projet à Marrakech, d'un autre projet à Rabat. On a 2 projets d'hôtels sur lesquels on a des certifications en cours. Et puis même au Sénégal, on a un projet qu'on est en train de faire certifier EDGE. Alors, on s'inscrit dans cette dynamique parce qu'on sait que c'est l'avenir. Et certes, il y a un levier dont on n'a pas parlé et qui, je pense, est important. C'est pas un levier de financement, mais c'est un levier global, qui est l'éducation et l'éveil des consciences. Parce qu'aujourd'hui, au Maroc, on n'a pas, c'est-à-dire le consommateur du produit immobilier commence à peine à s'éveiller à cette notion de logement éco-responsable, de gestion de l'eau, d'économie d'énergie, d'efficience énergétique. Donc c'est tout un vocabulaire qu'il faut aller enseigner quelque part et pour lequel de toute façon on est obligé de diffuser, et il faut qu'il y ait une pédagogie aussi qui se fasse derrière, parce que on se rend compte que il y a un éveil des consciences qui est certes progressif, mais qui va représenter, je pense, le futur de l'immobilier dans les prochaines années. C'est clair, et c'est la responsabilité de tout un chacun de sensibiliser autour de lui, autour de la question d'éco-responsabilité, de développement durable. Aujourd'hui, il y a des actions qui peuvent être faites à petite échelle. On en parlait tout à l'heure, donc des petites actions comme changer les ampoules, mettre des LED au lieu de lampes à incandescence, ou mettre voilà, ou simplement fermer le robinet, comme a dit Madame Loubaba. Après, je pense que après cette discussion, on a fait le tour de plusieurs solutions qui existent. Des solutions existent chez les institutions financières. S'il n'y a pas suffisamment de solutions, on peut aller voir les bailleurs de fonds. Ils sont ouverts. Je sais que l'AFC sont très présents au Maroc. Ils financent beaucoup de projets, que ce soit des projets industriels, de santé ou même immobiliers. Ils ont des programmes ils ont des partenariats étatiques avec notamment le gouvernement britannique et ils financent une partie du surcoût de construction durable. Bon, Simone, je pense que vous en savez plus que moi, mais en tout cas, les solutions existent. Mais l'idée que j'aimerais véhiculer, c'est que l'effort ne doit pas se faire d'un seul côté. L'effort doit se faire des deux côtés et une solution sera forcément trouvée ou un terrain d'entente sera forcément là. Juste, c'est un petit complément. La prise de conscience est là. Tout le monde, acteurs financiers et même autorités, ont pris conscience que c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Et la conjonction des efforts de tout un chacun, c'est celle qui va nous permettre d'être sur le bon chemin. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 15 jours, hein, c'est pas fait exprès, hein, il y a 15 jours, le gouvernement marocain a sorti un rapport sur les engagements de développement de la finance climat. Et sur ce rapport, il y a un certain nombre de volontés à développer davantage la finance verte par les institutions financières. C'est-à-dire que le sujet est ouvert. Il faudrait que les acteurs, toutes fédérations confondues, hein, je parle également de la FNPI hein, éventuellement, il va falloir ouvrir le débat avec les autorités pour pouvoir aller ensemble vers trouver une solution. Ce il faudrait savoir, c'est qu'aujourd'hui, les institutions financières, on ne demande que ça.
C'est-à-dire, dès qu'il y a un mécanisme en place, on s'adosse. Et aujourd'hui, Banque El Maghreb, il porte le sujet. Le ministère des Finances porte le sujet. Demain, il y a une réflexion par une fédération donnée autour d'une, comme toutes les autres fédérations ont fait, bah, on trouvera une solution. Et de toutes les manières, il y a les partenaires, les DFA, ils sont là pour pouvoir venir avec l'argent, avec l'assistance technique, avec la garantie, avec la subvention. C'est pas ça ce qui manque. Et l'Union européenne, je peux vous le dire, l'Union européenne, à chaque fois qu'il y a réduction d'empreinte carbone, d'émissions carbone, il peut venir donner une incentive. Effectivement. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. On peut, je pense, basculer vers les questions-réponses de l'audience. On a une question ici, si on peut. Merci. Plutôt une suggestion et un reproche. Parce que j'aurais aimé avoir, d'ailleurs je vous remercie pour vos brillants exposés, c'est vraiment excellent. Et la sensibilisation, c'est le cœur de métier, le cœur du problème. Moi, j'aurais aimé avoir la fédération, la CGM ici, parce que moi, je préside le développement durable à la CGM, et je vis ça tous les jours. Donc, on le fait en sensibilisant les gens. On a travaillé la RSE avec le gouvernement, on a pu avoir un label qui donne du social au niveau de l'UEG. Donc, autant de travailler, parce qu'on fait un travail énorme au niveau de la CGM, de sensibilisation des entreprises. Et en sensibilisant les entreprises, donc on a on a le bâtiment, on a l'industrie, toute type d'industrie. Donc, j'aurais aimé avoir ça parce qu'on a avancé là-dessus. On est en train de travailler avec le gouvernement sur la taxe carbone et crédit carbone. Donc, ça va être incessamment. Donc, c'est pour cela que ces crédits, on a eu quand même des fonds d'investissement qui nous ont sollicités. Comme vous avez dit tout à l'heure, ils vont directement vers l'entreprise, vers du groupe, mais elles demandent l'ESG. Elles demandent l'environnement social gouvernance. Donc déjà, avec le label de la RSE, on est tranquille, on est dedans maintenant. Moi, personnellement, j'ai bientôt un panel sur la RSE au niveau de la région Fès-Meknès pour sensibiliser les gens à mettre ce label. Et secondo, donc la partie gouvernance, pareil. Parce que la gouvernance, vous n'avez pas les entreprises, même le gouvernement, pour contracter de l'FMI, il faut avoir une gouvernance au sein de leur institution. Donc c'est pour cela qu'il faut travailler main à main. Il ne faut pas négliger, il faut avoir tout le monde pour avancer rapidement. Et nos banques, alhamdoulilah, elles sont bien informées, on a des cadres, on a tout ce que vous voulez, pour avancer mieux et avoir des fonds d'investissement et création de richesses. Donc c'est pour cela que c'était un reproche de ne pas avoir toute une commission de développement durable qui travaille là-dessus et qui part au Maroc. Merci. C'est M. Belkadi Mohamed Choukri, président de la commission de développement durable de la région Fès-Meknès et membre du bureau national de la CGM. Ah, enchanté, si Belkadi. Enchanté, enchanté. Ça aurait été un plaisir de vous avoir à nos côtés pour parler du label CGM, ça aurait été un plaisir. On avait une deuxième question, je pense, dans le fond. Deux autres questions. Si on peut avoir un deuxième micro ou juste partager le micro. Bonjour tout le monde, je vous remercie pour la présentation. Merci Monsef, merci Loubaba. J'aimerais bien attirer l'attention et confirmer l'idée de Loubaba par rapport au volet éducation. C'est très beau d'amener de financement pour l'éco-responsabilité, avoir de l'immobilier éco-responsable, mais il faut avoir une vie des citoyens éco-responsables. Sans cette culture, sans cette approche, on ne peut pas réaliser ce qu'on rêve aujourd'hui. Pour moi, c'est un rêve. Ça va se concrétiser, sauf que les deadlines dépendent de tous les intervenants. Côté recherche et développement, côté enseignement, éducation, et côté citoyen et bien sûr les bailleurs de fonds, les banques et les entreprises dans le domaine. Donc, sincèrement, pour moi, en tant que citoyenne, là je parle en tant que citoyenne marocaine, je vois qu'on est encore très loin dans le quotidien. Là, le stress hydrique actuel que subit le Maroc nous pousse forcément
à y penser. Donc, dans nos gestes quotidiens les plus simples, on n'est pas encore conscient de la situation actuelle. C'est très, très, très critique. Et là, juste pour conclure que c'est à travers l'éducation, c'est à travers la recherche et développement, parce qu'on peut amener du financement, mais on n'a pas l'expertise qui va avec. Et bien sûr, comme il a dit le Baba, la gouvernance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Après, aujourd'hui, la croissance ou le nombre de projets éco-responsables augmente. La sensibilisation, elle est en train de se faire. On a remarqué sur les 5 dernières années une croissance à 2 chiffres sur le nombre de projets certifiés. Les acheteurs sont de plus en plus, font de plus en plus attention à ce qu'ils achètent, et notamment à l'intégration des critères environnementaux, les investisseurs aussi. Mais c'est effectivement un travail qu'on est tous amenés à faire, et la question de l'eau est centrale et encore plus importante que l'aspect énergétique pour nous au Maroc. Il y a effectivement un gros gap qu'il faut aller essayer de combler en termes de volonté de nos concitoyens, en tout cas de conscience de nos concitoyens vis-à-vis des enjeux environnementaux écologiques, même en ce qui concerne leur quotidien. Alors, il y a des pistes de réflexion possibles. Bien sûr, il y a l'éducation de nos familles dans les maisons. Mais au-delà de ça, on peut avoir un certain nombre d'initiatives qu'on peut imaginer qui sont incitatives ou punitives, pour faire simple. C'est-à-dire que on peut avoir des incitations sur, par exemple, l'achat de chauffe-eau solaires, de panneaux solaires. Et c'est des incitations qui peuvent être financières par les banques ou par d'autres organismes, ou par l'État, certainement. Après, c'est difficile c'est difficile d'introduire ce genre de notion dans toutes les villes, en même temps, dans toutes les catégories socio-professionnelles, parce que en fait, on n'a pas toujours la même notion de priorité vis-à-vis de ces enjeux-là. Donc c'est vrai que cet éveil des consciences qui est en train de se faire, on le note beaucoup plus dans les grandes villes et dans certaines catégories socio-professionnelles. Mais toutes les familles n'ont pas ce genre de priorité, parce que pour elles, il y a encore des priorités beaucoup plus pressantes qui peuvent être le chômage, qui peuvent être d'autres choses. Mais c'est vrai qu'il y a des mécanismes incitatifs qui peuvent être mis en place pour encourager l'efficacité énergétique, pour encourager par exemple l'achat des LED, l'achat d'appareils électroménagers à moindre consommation énergétique, pour encourager par exemple l'installation de robinetteries ou de débits d'eau qui sont inférieurs. Alors je vous donne un autre exemple, par exemple par rapport au financement. En France, il y a ce qu'on appelle des prêts à taux zéro écologiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent financer soit de rénovation de bâtiments existants à taux zéro pour des particuliers, ou carrément une construction de nouvelles maisons à taux zéro. C'est quand même magnifique. Donc vous avez les fonds sans avoir à en payer les frais. Maintenant, je pense que la problématique est un peu plus poussée que ça. C'est pas seulement ce genre de mécanisme qui peut résoudre le problème, mais c'est des pistes. Alors, juste en complément, pour donner la partie financière de la chose, en parlant de la CGM, aujourd'hui, il y a des sujets assez intéressants à creuser, éventuellement. Parce qu'aujourd'hui, la banque pourrait, en tout cas, développer des choses comme ça. Mais
Nous aussi, on a des règles prudentielles vis-à-vis de la Banque centrale. Alors, si dans la réflexion, tout le monde autour de la table, ce que vous avez dit tout à l'heure, si demain, l'autorité compétente, à savoir la Banque centrale ou le ministère, arrive à, en ratio de solvabilité ou en termes de refinancement, parce qu'on l'a fait lorsqu'on a fait un tel achat. Lorsqu'on a fait un tel achat, c'est les crédits jeunes promoteurs, les Mokawaleti, on a fait des initiatives où les banques se refinançaient. Moi, je me rappelle, je suis assez vieux dans la banque, moi, je me rappelle d'un dispositif lorsque on faisait du réescompte auprès de la Banque centrale. Donc, on peut demain imaginer un dispositif où tout ce qu'on va faire avec la promotion immobilière ou le crédit acquéreur, on le refinance auprès de la Banque centrale avec un taux bonifié, avec des contraintes en ratio de solvabilité intéressantes, et automatiquement, on peut sortir avec des taux très, très intéressants pour le consommateur final. Ce n'est qu'une, j'imagine, moi je parle, ce n'est qu'une négociation portée par les acteurs de la profession. Merci beaucoup. En tout cas, c'est très clair. Aujourd'hui, on a une audience qui est beaucoup plus, qui a plus de suggestions que de questions. Donc, on a une audience qui est très sensible au sujet. Alhamdoulilah. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Bien sûr. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Question de sensibilisation, les mécanismes. Je pense qu'on peut passer la journée à en parler pour proposer des solutions. Mais je pense qu'on est tous repartis avec une onde positive, une once d'espoir que les solutions sont là. Il faut aller les chercher. La sensibilisation, on est tous responsables, donc il faut qu'on sensibilise autour de nous. Et l'éco-responsabilité, c'est plus une opportunité, mais c'est une urgence. Et la citoyenneté aussi. Merci beaucoup, merci à nos chers intervenants et merci à tous.